Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 14h05. Certaines personnes sont encore en train d'arriver. Nous sommes 24 pour le moment, donc c'est une audience tout à fait satisfaisante pour nous. Donc moi, je suis Francis Lebon, un des co-organisateurs, donc avec Laurent Besse et Nicolas Divert, de ce séminaire autour des rythmes. Un séminaire qui prend appui donc sur le comité d'histoire de la jeunesse et des sports. Je vais tout de suite laisser la parole à Laurent Besse qui va redonner brièvement le contexte en fait de lancement et de prolongement en fait de ces séminaires. Et puis Laurent Besse passera lui-même ensuite la parole à Nicolas Divert qui présentera notre intervenant du jour, Julien Caon. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Laurent Besse et je suis un des vice-présidents du comité d'histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports, qui est présidé par Martine Gustin-Fall, présente en ligne aujourd'hui. Et ce comité, il s'efforce de contribuer à l'histoire de la connaissance des politiques de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique, de l'éducation populaire, qui ont été donc mises en œuvre par, pour faire vite, l'administration jeunesse et sport. Et une des caractéristiques de ce comité d'histoire, eh bien, c'est d'associer des acteurs passés et présents de l'administration jeunesse et sport et des chercheurs dans donc ce comité. Et c'est là une des origines de ce séminaire, dont l'idée première revient à Francis Lebon, il y a 3 ou 4 ans déjà. Et le contexte de la pandémie a finalement conduit à proposer un travail de recherche autour des enjeux des rythmes de l'enfant, c'est-à-dire des réflexions et politiques mises en œuvre autour de cette question, non pas simplement de l'élève, mais bien de l'enfant, telles qu'elles ont été portées en particulier par l'administration jeunesse et sport. Et on s'est dit que malgré tous les problèmes techniques que posait, en particulier l'année dernière et il y a 2 ans, la visioconférence, cela pouvait être aussi l'occasion de mobiliser eh bien, tout le réseau de celles et ceux qui, parce qu'ils ne peuvent facilement se rendre en Île-de-France, ont pourtant vocation à participer au travail du comité, c'est-à-dire à la fois faire part de leur expertise, de leur expérience, peut-être pour les plus anciens. Et on s'est dit en particulier que cette question des rythmes, pour essayer de la saisir, il fallait voir ce qui avait été mis en place au niveau local, hein, en particulier dans les différents départements, mais aussi en lien avec les collectivités locales et avec un intérêt tout particulier vers les échelons déconcentrés de l'administration jeunesse et sport. Et on espère hein, que bien, cette forme de la visioconférence permettra d'élargir hein, le cercle habituel, on va dire, de celles et ceux qui sont concernés par les manifestations du comité d'histoire jeunesse et sport, même si on ne s'interdit pas, bien entendu, peut-être à la fin de cette année, enfin, j'entends l'année scolaire, peut-être en mai ou juin, pourquoi pas un séminaire en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ou l'année prochaine, enfin voilà. Mais pour des raisons, mais en particulier d'opportunité, eh bien, il me paraît important que ce séminaire se déroule principalement en distanciel. Voilà. Alors après, brièvement sur pourquoi ce choix de la thématique des rythmes de l'enfant, parce que ça nous paraissait être une thématique extrêmement riche qui permettait aussi d'interroger la diversité finalement des actions de l'administration jeunesse et sport, puisque à travers cette question des rythmes de l'enfant, on va croiser aussi bien entendu la vie associative, jeunesse, mais également bien entendu le sport, l'éducation physique, par exemple au moment de la mise en place des 10% dans l'éducation nationale, la question touchait
premier chef jeunesse et sport, puisqu'à l'époque, les enseignants d'éducation physique et sportive dépendaient de l'administration jeunesse et sport. C'est pour prendre un seul exemple, mais avant même cette expérience de 12%, jeunesse et sport avait déjà été concerné par des transformations des rythmes scolaires. Mais également, on verra que cette question des rythmes, elle a mobilisé le monde médical. Il ne faut pas oublier que eh bien, la tradition médicale, elle a été présente, elle l'est d'ailleurs toujours, mais elle a été fortement présente à Jeunesse et Sport. Il y a eu dans les années 50, 60 des inspecteurs généraux qui étaient des médecins qui venaient de l'hygiène à l'origine. Bref, cette thématique des rythmes nous permet à la fois, bien entendu, d'explorer la diversité des missions et des secteurs d'intervention de jeunesse et sport, et également de montrer la complexité, finalement, des enjeux de cette réflexion sur les rythmes de l'enfant et des jeunes, hein, puisque, pour reprendre le sigle des Arvèges, EJ, hein, puisque nous avons résumé, synthétisé sous la forme de rythme de l'enfant, mais c'est rythme de l'enfant et des jeunes. Et donc, ce qu'on va s'efforcer de faire à travers donc, des séminaires qui prendront des formes différentes aujourd'hui, parce que l'opportunité se présentait à nous grâce, Julien Caron, à qui est très récemment une synthèse sur presque 150 ans d'histoire des rythmes scolaires. Donc, nous avions là très bonne entrée en matière, hein, puisque si il n'est pas question de réduire la question des rythmes de l'enfant à la question des rythmes scolaires, il n'empêche que cette question a joué un rôle central, bien entendu, en lien avec l'importance que l'école occupe dans la vie des enfants depuis plus d'un siècle. Et c'est la raison, donc on aura des interventions comme celle-ci aujourd'hui, mais également, et on l'espère, des confrontations de témoignages, et on lance peut-être plus largement un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer sous différentes formes, ça peut être des témoignages, ça peut être des écrits, à faire cette histoire de ce qu'a été les politiques, on va dire, des rythmes scolaires, des rythmes, pardon, de l'enfant à travers l'administration jeunesse et sport, même si on ne va pas se réduire à ça, puisque pour comprendre ces rythmes des enfants, pardon, cette politique des rythmes de l'enfance, il faut bien entendu la replacer à travers tous les enjeux que sont les enjeux liés aux loisirs, les enjeux liés aux transformations des rythmes familiaux, et les interventions des acteurs que sont les collectivités locales, les différents groupes de pression économique, par exemple les stations de sport d'hiver, mais également les acteurs associatifs du sport, de la vie associative et de l'éducation populaire. J'ai déjà trop parlé, je vais laisser la parole à Nicolas Diver pour introduire le séminaire d'aujourd'hui, et merci beaucoup à Julien Caron d'avoir accepté d'inaugurer ce séminaire. Alors, merci Laurent, merci Francis, et merci à toutes et à tous d'être parmi nous à distance. Donc, je suis Nicolas Diver, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à Lyon 2, et donc j'ai plaisir de co-participer à la co-organisation de ces séminaires. Alors, dans cette première séance, nous l'avons déjà évoqué, mais nous avons le plaisir d'accueillir Julien Caron, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches, maître de conférence donc, en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Jules Verne Picardie, qui enseigne également à l'INSPE de Beauvais. Et Julien Caron est historien, et ses recherches portent sur l'histoire des politiques éducatives, mais aussi la laïcité ou les liens entre les guerres et les écoles. Et Laurent Besse y a fait allusion, mais Julien Caron a soutenu récemment une habilitation à diriger des recherches qui avait pour titre « Saisir l'école par ses acteurs, une approche socio-historique des politiques éducatives entre locales et nationales ». Et parmi les différentes publications dont il est auteur ou co-auteur, je vais en citer une particulièrement qui fait écho à notre séminaire, qui est une publication de 2020 issue d'une revue qui s'appelle Histoire de l'éducation,
Et cette publication, cet article s'intitule « Réformer les rythmes scolaires en France, 1848-2017 ». Donc, avec cet article, s'il fallait une forme de justification, en tout cas, on est en plein dans les questionnements qui nous intéressent ici. Et donc, il nous a semblé particulièrement pertinent de pouvoir donner la parole à Julien Caon pour inaugurer ces rencontres. Et donc, je lui laisse la parole pour 1 heure. Durant ce laps de temps, il serait important, même si nous avons maintenant l'habitude, mais que les micros soient éteints pour éviter les interférences. Et puis, à la suite de l'intervention de Julien, nous pourrons lui poser toutes les questions, alors, soit via le chat, mais autrement de façon un peu plus interactive, en levant la main via l'icône réaction. Et donc, je laisse la parole tout de suite à Julien. Merci beaucoup pour votre présentation à venir. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Je voulais également tout d'abord remercier les 3 organisateurs de leur invitation, mais aussi tous les membres du comité d'histoire qui sont présents, les collègues ou autres personnes de leur intérêt pour ce sujet qui, il est vrai, est relativement peu étudié, en tout cas au regard des passions et des débats anciens qu'il a engendrés. Et en effet, Laurent Besse le rappelait, c'est une histoire qui reste finalement largement à écrire et à raconter. Et pour cela, il est vrai que les archives sont nombreuses, aussi bien aux archives nationales, dans les archives du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous vous en doutez, sans parler de la multitude des archives locales. J'en ai consulté une partie, mais c'est encore loin d'être exhaustif à mon avis. Alors, problème et question ancienne, même si cette période n'a pas été étudiée, les rythmes scolaires, et j'utiliserai cette expression, mais cette dénomination par commodité, même si elle n'a pas toujours été employée depuis 2 siècles, on peut dire que les rythmes scolaires constituent une composante pédagogique essentielle et que leur organisation a fait, depuis les débuts de l'institution scolaire, en tout cas depuis les débuts de l'instruction publique, l'objet de multiples remaniements. Bref, on peut dire que c'est un véritable serpent de mer des politiques éducatives. Et on voit que dès la Révolution française, quand on commence à réfléchir aux premières politiques d'instruction publique d'État, notamment la question est déjà abordée, en particulier au moment de la mise en place du calendrier républicain, une fameuse décade avec des semaines de 10 jours, puis l'abandon de ce calendrier. Donc c'est déjà une question qui est abordée à ce moment-là. Alors, je vous propose donc d'essayer d'en saisir la profondeur historique, mais aussi les enjeux, donc depuis le milieu du 19e siècle, parce que c'est vraiment à partir de là que leur organisation devient un objet de débat et que des acteurs multiples, certains ont été cités, par exemple le secteur médical, mais en premier lieu l'institution scolaire, se saisissent de cet objet des politiques de réforme. Alors, j'essaierai de procéder à grands traits, donc cette histoire longue, en essayant de la mettre en perspective avec également les liens qui existent avec le secteur de la jeunesse et des sports. Puis il m'a semblé intéressant de mettre en valeur ces aspects-là dans le cadre de ce séminaire. Donc, je vous propose d'y revenir selon le plan que je vous indique ici, donc en 3 temps, en montrant que il est vrai qu'à partir du milieu du 19e siècle, c'est la question du surmenage, on parle à l'époque de surmenage, qui est au centre des débats, et déjà il est question de recours à des exercices physiques ou sportifs, voire des loisirs, pour essayer de lutter contre ce fameux surmenage, qui est une question très longue, qui va finalement on la retrouve quasiment jusqu'à aujourd'hui, même si elle a pu prendre un autre temps, avant que ne s'ouvrent vraiment des coopérations, mais en même temps avec la constitution d'un vrai secteur jeunesse et sport, le temps des coopérations entre les 2 ministères qui vont évidemment se prolonger jusqu'à aujourd'hui, avec différents objectifs. On y reviendra en particulier tout à l'heure.
Alors, exercice physique, sportif et loisirs pour lutter contre le surmenage. Donc, ça occupe vraiment quasiment un siècle dans la périodisation que je vous propose. Et on parle évidemment de fatigue intellectuelle quand on parle de surmenage. Ce surmenage est avant tout une question de l'enseignement secondaire. Une question d'enseignement secondaire. Et on retrouve un certain nombre de problèmes qui sont soulevés par les différents ministères successifs, mais aussi diverses commissions d'enquête ou propositions qui se succèdent du milieu du 19e siècle à l'entre-deux-guerres jusqu'à l'arrivée de Jean Zay au ministère. J'y reviendrai également tout à l'heure. Et parmi les problèmes qui sont soulevés, on retrouve notamment la multiplication des disciplines qui sont étudiées au lycée, le travail qu'on juge très intensif, voire excessif, et qu'on impute notamment à la nécessité de préparer le baccalauréat, qui se voit également progressivement réformé. On ajoute un certain nombre d'épreuves tout au long du 19e siècle. On accuse aussi, ou du moins on soulève la question de la longueur de la journée de travail des écoliers. Victor Duruy s'étonne même que la journée de travail d'un écolier, en tout cas d'un lycéen, soit plus longue que celle d'un ouvrier adulte. On s'inquiète également de la sédentarité des élèves, un manque de repos également, voire de sommeil. Alors, parmi les solutions qui sont proposées de manière continuelle, vient en premier lieu la nécessité de diminuer le temps des études, diminuer le temps consacré aux disciplines dans les programmes, augmenter la durée des récréations et enfin introduire des exercices corporels. Alors, par exemple, pour s'arrêter sur un moment important, en 1868, Victor Duruy entend lier le développement de la gymnastique à la suppression des heures de latin et de grec dans l'enseignement secondaire. Donc, on a vraiment cet effet finalement de vase communicant, la nécessité de diminuer les études classiques pour introduire davantage de cours de gymnastique ici. Alors, l'Académie de médecine, dès cette époque, se saisit de ces questions et elle souhaite, elle, une réforme beaucoup plus profonde, qu'elle détaille d'ailleurs dans un projet adressé au pouvoir public, dont je vous cite les principales dispositions ou préconisations plutôt. Une journée scolaire de 8 heures maximum, qui sera finalement obtenue pour les classes du premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e en 1890, grâce à une réduction des heures de cours, l'organisation d'activités intellectuelles en alternance avec d'autres activités qui sont le chant, des jeux de plein air, des exercices physiques, mais aussi l'organisation de séjours de plein air à la campagne ou en bord de mer. Cependant, vous imaginez bien que la question de la réduction des programmes signifie la réduction des horaires de classe et que cette réduction des horaires se heurte aux résistances des associations de spécialistes qui n'acceptent pas l'allègement des programmes et des horaires de leur discipline, comme le montrent en particulier les débats de la commission d'enquête ministérielle de 1929-1930, où vraiment tout le monde s'accorde sur le principe de journée scolaire trop longue, du surmenage, mais finalement personne ne veut diminuer ces horaires d'enseignement. Et on trouve d'ailleurs, c'est là qu'on voit que ce n'est pas uniquement un problème français, mais au moins européen, c'est que deux références inspirent explicitement les propositions qui sont formulées. Ce sont les systèmes scolaires britanniques, mais surtout allemands, qui ont vraiment une influence très importante au XIXe siècle et qui sont considérés comme des modèles. Alors, concernant l'école primaire maintenant, j'espère que vous voyez bien, c'est peut-être difficile de lire les intitulés, mais on peut se rendre compte au moins que les emplois du temps des écoles élémentaires n'ont rien à envier à ceux des collèges et des lycées de la fin du XIXe siècle, même s'il faut attendre en réalité les débuts de l'école de Jules Ferry pour que la question du surmenage émerge, en tout cas arrive dans l'école primaire. Il faut rappeler que les années 1880 coïncident aussi avec le lancement de grandes enquêtes par le ministère sur la santé des élèves,
Il faut aussi rappeler que c'est la laïcisation de l'école primaire qui contribue aussi à organiser durablement la semaine scolaire avec la vacation d'un jour par semaine, en plus du dimanche, et qui est à l'époque le jeudi. Alors, nombreuses enquêtes ministérielles et nombreuses commissions d'études, un petit peu dans la lancée de ce qui existe depuis le milieu du 19e siècle. Alors, un exemple pour l'illustrer, c'est la commission qu'installe le ministre Marcellin Berthelot en 1886 et qui comprend des membres du Conseil supérieur de l'instruction publique et du corps médical. Commission qui est chargée de revoir les programmes que l'on juge encore encyclopédiques, commission qui est chargée aussi de revoir l'organisation des rythmes scolaires, mais aussi les conditions d'hygiène dans les écoles. Alors, encore une fois, dans cette commission, tout le monde reconnaît ce qu'on appelle l'abus des études. On a toujours cette idée que finalement, on a un encyclopédisme trop important dans les programmes. Tous reconnaissent aussi l'abus des devoirs à domicile et on y impute, un petit peu comme dans le second degré, on imputait cet abus des études au baccalauréat. Eh bien, désormais, on l'impute dans l'école primaire à la préparation du certificat d'études, qui est vu comme la cause principale du surmenage scolaire, bien que il s'agit là d'une minorité des élèves qui s'y préparent. Néanmoins, cette commission, Marcellin Berthelot, elle réussit à proposer un modèle de répartition du temps scolaire entre enseignement intellectuel d'une part et exercice physique et d'hygiène d'autre part, le nombre d'heures variant de manière décroissante de la plus petite section, la section enfantine, au cours supérieur. Alors, au même moment, en 1887, l'Académie de médecine crée aussi une commission spécifique sur le surmenage intellectuel et la sédentarité dans les écoles, et elle publie très rapidement un rapport en août 1887 avec un certain nombre de préconisations, encore une fois. On retrouve une nouvelle fois la diminution des heures d'enseignement au bénéfice de ce qui est appelé dans ce rapport des exercices du corps. Mais il n'y a pas unanimité parmi le corps médical sur le sujet, et certains, comme Félix Lobligeois, par exemple, qui est le médecin inspecteur des écoles de la ville de Paris, qui lui défend plutôt l'idée d'une gradation des heures de classe quotidiennes en fonction de l'âge des élèves. C'est-à-dire que plus on est un élève jeune et moins on a d'heures de classe, et qu'il critique ce qu'il appelle des manières de sport, qui viendrait finalement ajouter de la fatigue physique à de la fatigue intellectuelle. Il faut aussi rappeler qu'à cette époque, à la fin du 19e siècle, la principale préoccupation réglementaire concerne les vacances scolaires, et on va progressivement vers une uniformisation des vacances, un alignement entre l'ordre primaire et l'ordre secondaire. Et la question des vacances n'est vraiment pas, à cette époque, reliée à la question du surmenage. Alors, tous ces éléments, on va assister à leur cristallisation au moment du ministère Jeanzay, au moment du Front populaire, où il parle, dans l'extrait ici de ses souvenirs que je vous ai sélectionnés, il parle du fameux surmenage, il parle du côté légendaire qu'a le surmenage, qui résulte, d'après lui, non pas d'un encyclopédisme des programmes, mais plutôt de l'interprétation qu'en font les enseignants avec leurs élèves. Et il évoque en particulier, dans la mise en place des loisirs dirigés, je vais y revenir, il évoque notamment la mise en place de ce dispositif et le fait que le rattachement du sous-secrétaire d'État de l'éducation physique et des sports au ministère de l'Éducation nationale a grandement facilité les choses. Alors, les loisirs dirigés de Jeanzay sont à replacer dans une double dynamique. La première, c'est la volonté du ministre de l'Éducation nationale du Front populaire mais aussi l'éducation nouvelle, les principes de l'éducation nouvelle dans les écoles, les collèges et les lycées. Mais on retrouve donc chez Jeanzay
finalement des dispositifs qui se trouvent dans la droite ligne de toutes les réflexions antérieures autour du surmenage scolaire. Alors, pour rappel, dans le gouvernement Blum, le sous-secrétaire d'État à l'organisation des loisirs et au sport avait été confié à Léo Lagrange et il était d'abord rattaché au ministère de la Santé publique. C'est avec le ministère Chotan, à partir de juin 1937, que ce sous-secrétariat d'État, auquel fut ajoutée d'ailleurs l'éducation physique, a été rattaché à l'éducation nationale. Et on trouve là finalement les trois secteurs, santé, éducation et puis jeunesse et sport. On trouve là les trois secteurs qui sont directement concernés par les aménagements des temps et des rythmes scolaires. Alors, comment vont se traduire les loisirs dirigés de Jean Zay? Alors, tout d'abord par un arrêté du 22 mai 1937 qui concerne l'enseignement secondaire et qui prescrit une demi-journée par semaine d'éducation physique en plein air et qui permet également de consacrer le samedi après-midi à des loisirs dirigés, mais à titre facultatif. Alors, dans les écoles primaires, le même arrêté du 22 mai 1937, puis une circulaire ministérielle d'août 1937 rappelle les principes généraux de cette politique qui propose de réserver un après-midi par semaine, c'est-à-dire 3 heures, aux activités dirigées et à la pratique sportive, ce qui représente tout de même 10% de l'horaire hebdomadaire de l'école primaire. Néanmoins, la réforme rencontre un certain nombre de problèmes de deux ordres, des problèmes matériels, tout d'abord, en termes d'équipement, d'infrastructures, en particulier d'infrastructures sportives dans les municipalités, et aussi un problème de fréquentation, en particulier le samedi pour les activités dirigées du samedi. Les moyens, pour le dire autrement, les moyens financiers et humains restent limités, d'autant que le contexte politique et budgétaire est de moins en moins favorable aux réformes portées par Jean Zay, qui est de moins en moins soutenu par sa propre famille politique, Parti radical, à partir de 1937-38. Et finalement, ce que met en place Jean Zay à partir de 1936-1937 est très inachevé lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut, pour être complet dans cette présentation, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale et l'installation du régime de Vichy n'interrompent pas complètement cette dynamique, avec une vision et une idéologie de l'éducation à contre-courant du Front populaire. Le régime de Vichy poursuit cet effort. Et dans les écoles primaires, les nouveaux programmes de 1941 prévoient notamment les générales sportives qui incluent à la fois l'éducation physique et sportive, la gymnastique, des travaux manuels, une initiation au secourisme et des chants. Mais la mise en application dans un contexte de guerre rencontre aussi là de nombreuses difficultés, tant au niveau de l'équipement sportif que dans la formation des personnels. Et dans certaines écoles rurales, les après-midi de plein air ont été délibérément supprimés, comme le reconnaît d'ailleurs de manière fâcheuse la circulaire ministérielle du 22 octobre 1932 sur l'application de ces activités. De plus, je ne détaille pas, mais toutes les contraintes de l'occupation et du temps de guerre ne sont pas toujours favorables à leur organisation. Alors finalement, ce qu'on peut dire à la sortie du conflit, c'est qu'on a donc un héritage à la fois en termes de forme scolaire, mais aussi de culture scolaire, qui est difficile à bousculer, et que le contexte d'après-guerre va être lui beaucoup plus favorable parce que le problème des rythmes scolaires va s'inscrire très fortement dans le mouvement plus large de transformation non seulement de l'école, mais aussi de la société à partir des années 50 et 60. Et les rythmes scolaires entrent au même moment dans le débat public. Je vous ai sélectionné 2 coupures de presse, mais on retrouve dans les années 50-60 énormément d'interventions médiatiques sur le sujet dans différents journaux hebdomadaires ou quotidiens. Alors, on a vraiment un véritable mouvement de fond qui bouscule la longue tradition d'organisation du temps scolaire. Et il faut rappeler le contexte. Ce mouvement de fond est d'abord concomitant d'un profond changement démographique
qui est due à la fois au baby-boom, mais aussi à l'allongement des scolarisations qui précède la mise en œuvre de la réforme Berthoin de 1959 ou de la réforme Fouché-Capel de 1963, qui crée respectivement les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire. Et on retrouve, en particulier à propos du lycée, le retour finalement des critiques contre l'encyclopédisme et le surmenage. Alors, ces critiques, elles proviennent notamment des organisations de parents d'élèves et à nouveau du milieu médical. Il y a un célèbre rapport, le rapport Debray-Douadi, qui est remis d'ailleurs au Conseil de la recherche pédagogique en 1962, qui relie fatigue des élèves et rigidité des programmes scolaires. C'est aussi dans ce contexte que vont se créer des associations, et parmi elles, une association qui s'appelle DJS, Défense de la jeunesse scolaire, qui est créée en 1963, va regrouper un petit peu tous ces milieux, à la fois les milieux enseignants, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale en particulier, mais aussi des pédiatres et des parents d'élèves. Et l'association se propose, c'est son objectif dans ses statuts, d'obtenir pour les écoliers, les collégiens, les lycéens de France, je la cite, une éducation scolaire plus saine et plus raisonnable que celle qu'ils subissent aujourd'hui. Et dans sa lettre d'information, un bulletin que publie l'association, elle critique l'ambition excessive des programmes qui constitue un très grave obstacle à l'entrée en plus grand nombre d'enfants de milieux modestes dans l'enseignement secondaire. Donc on retrouve à la fois les prolongements de la critique du surmenage, mais on retrouve aussi un argument nouveau, puisque désormais on relie la question des rythmes scolaires au processus de massification et démocratisation. Concernant l'école primaire, émerge aussi un nouveau débat, c'est celui de l'équilibre de la semaine et de la libération totale du samedi en remplacement du jeudi. À l'époque, le samedi est encore complètement travaillé intégralement, du matin au soir, et il est question, pour mieux équilibrer la semaine, soit de libérer totalement le samedi et de déplacer les cours du samedi sur le jeudi, c'est-à-dire une semaine de 5 jours continus qui vise à favoriser les longs week-ends, ou bien de libérer le samedi après-midi pour le remplacer, déplacer les cours du samedi après-midi au jeudi matin et ainsi avoir une semaine équilibrée, 2 jours, une demi-journée, 2 jours, une demi-journée. C'est la solution qui est d'ailleurs défendue par l'association DJS. Très vite vont être tentées des expérimentations. C'est vraiment le temps des expérimentations, mais aussi le temps des coopérations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Et une première coopération débouche au cours de l'année 1963, l'année scolaire 63-64, sur l'expérimentation des classes dites à mi-temps pédagogique et sportif dans les écoles primaires. Il en existe également dans les collèges. On parle de classes à horaires aménagés. En quoi ça consiste dans les collèges? Ces classes à horaires aménagés comportent entre 12 et 9 heures d'éducation physique hebdomadaire avec des études du soir et des moments de sieste également en fin de journée. Et ces expérimentations concernent 50 classes de 6e et de 5e et 80 classes d'école primaire, mais qui apparaissent vite comme des tentatives finalement assez isolées, même si en 1965, lors de la discussion du budget de l'éducation nationale à l'Assemblée, les députés souhaitent la généralisation du mi-temps pédagogique, au moment même où de nombreux élus locaux dénoncent les effets des transports scolaires qui sont alors en plein développement, effets négatifs sur la santé des enfants. C'est aussi l'époque où on commence à avoir des regroupements scolaires et des fermetures de classes très importantes en milieu rural. Il faut cependant attendre la fin des années 60 pour qu'une série de mesures dessine une nouvelle organisation de la semaine et de la journée scolaire, même si ces mesures continuent à porter essentiellement sur des aménagements pédagogiques qui restent évidemment du ressort du ministère. Alors, parmi ces textes, les plus importants sont les suivants. En 1969, l'arrêté du 7 août et la circulaire du 2 septembre modifient l'organisation de la pédagogique de la semaine à l'école primaire. Tout d'abord, la durée hebdomadaire de classe passe de 30 à 27 heures,
c'est-à-dire que ça libère les cours du samedi après-midi pour les élèves, ce qui doit permettre aux maîtres de se consacrer à leur perfectionnement pédagogique, comme on dit à l'époque. Et on instaure le tiers-temps pédagogique. Et le texte prévoit explicitement à 10 heures pour le français, 5 heures pour le calcul, déjà les matières qu'on appellerait aujourd'hui fondamentales. Et on recommande également, parce que ces matières nécessitent davantage d'attention, de les enseigner le matin et de les entrecouper par une ou plusieurs récréations en fonction de l'âge des élèves. On prévoit également un tiers-temps, donc 15 heures pour ces deux matières, 6 heures pour l'éducation physique et sportive et 6 heures pour les disciplines qui sont appelées des disciplines d'éveil et qui sont donc à répartir plutôt sur les après-midi. Alors, ces disciplines d'éveil sont divisées en deux types d'activités. Une partie à dominante intellectuelle, histoire, sciences notamment, et puis les autres à dominante esthétique, art plastique et éducation musicale en particulier. Alors, se pose également, au-delà de ces questions pédagogiques, se pose à partir de cette décennie un autre problème, une autre question, c'est comment articuler les rythmes scolaires avec des rythmes sociaux qui sont eux aussi en plein changement. La libération des cours du samedi après-midi est étendue au collège et au lycée par une autre circulaire en juin 1970, mais cette mesure n'est que recommandée, je cite, dans la mesure du possible. Le dossier des rythmes scolaires dans les collèges et les lycées est d'ailleurs confié au même moment au groupe vie scolaire de l'inspection générale qui essaye de réfléchir en termes nouveaux à l'organisation des rythmes scolaires et qui essaye de réfléchir à ces rythmes scolaires comme un véritable maillon de la continuité éducative, un élément de l'ouverture de l'école. C'est assez flagrant dans les comptes rendus des réunions de ce groupe de travail du ministère de l'Éducation. Et c'est aussi un élément d'ouverture, en particulier vers le monde associatif et en particulier vers Jeunesse et Sport, qui est donc le partenaire privilégié. Je vous ai sélectionné un extrait du rapport remis par ce groupe. C'est le premier en haut à gauche. Un rapport piloté par Henri Glaise. La semaine de 5 jours permet de placer 2 jours par semaine les établissements dans le circuit général, maison de jeunesse, centre culturel, formation permanente, etc. Un autre texte important est l'arrêté du 12 mai 1972 qui va acter le report de la journée d'interruption hebdomadaire des classes du jeudi vers le mercredi pour le premier comme pour le second degré. Et c'est aussi un autre élément important en termes de réflexion sur les rythmes scolaires, en termes d'équilibre de la semaine, qui va orienter les débats des décennies qui suivent. Néanmoins, la question se pose de manière beaucoup moins aiguë dans les collèges et les lycées, où en réalité, on le sait, depuis la fin du 19e, la coupure du milieu de semaine n'existe pas réellement, parce qu'avec les volumes de cours qui sont à placer dans les emplois du temps, un collégien et lycéen ont des cours soit le mercredi matin, soit le samedi matin. De plus, les résultats des consultations et des expérimentations qui sont lancées localement ne sont guère concluants, en particulier parce qu'aucune solution nationale ne se dégage, et surtout parce que les acteurs qui ont été consultés apportent des réponses complètement divergentes et contradictoires en fonction de s'il s'agit des enseignants, des parents d'élèves, des collectivités territoriales, voire même des autorités religieuses qui s'immiscent dans le débat à partir des années 80, parce que c'est vraiment une période de déprise, de fréquentation du catéchisme par les enfants. Et l'Église catholique estime que si on travaille le mercredi, ça va impacter d'autant plus la fréquentation du catéchisme par les enfants. Donc, on a vraiment une multitude d'acteurs qui interviennent dans les rythmes, dans la gestion et dans les débats sur les rythmes scolaires. Surtout, on l'a évoqué, toute la question des rythmes scolaires dépend aussi de l'organisation du temps social qui connaît des changements considérables à partir des années 60-70. Alors, un exemple très connu, mais je vous le cite quand même, c'est en particulier après les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, que les vacances d'hiver d'une semaine sont créées en 1972
hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que jusqu'alors, on avait essentiellement des grandes vacances, hein, l'été, éventuellement quelques jours, hein, lors des grands jours fériés, hein, du calendrier, hein, Noël, jour de l'an, Pâques, etc. Mais il n'y avait pas de petites vacances. Et c'est aussi à ce moment-là que sont créés, qu'est créé le découpage, hein, de la carte académique en 3 zones, hein. L'objectif étant, hein, de pouvoir utiliser, hein, rentabiliser, hein, les équipements, hein, notamment des stations, qu'elles soient stations balnéaires ou de ski. Et c'est donc à travers la question des loisirs et de leur place dans la société que la question des vacances scolaires va désormais rejoindre celle de l'organisation de la journée et de la semaine. Il y a vraiment disjonction complète entre ces deux questions, hein, comment on organise la journée, comment on organise la semaine et puis comment s'organise l'année. Désormais, on va essayer de penser finalement ces 3 rythmes en même temps. Et là encore, hein, c'est à travers la question des loisirs que la question se pose. Alors, le développement des loisirs, hein, ça a été rappelé, hein, on met en place de puissants intérêts économiques, avec l'industrie touristique tout d'abord, mais également l'organisation des transports routiers, ferroviaires, voire aériens, et puis le souci de fluidifier, hein, toutes ces circulations. Et puis c'est également un enjeu social, puisque à partir des années 70, hein, plus de la moitié des Français partent en vacances l'été, quand seulement 15% profitent des sports d'hiver. Alors, parallèlement, le ministère de l'Éducation nationale continue de repenser, hein, les rythmes scolaires en lien avec la pédagogie, avec la réforme dite des 10% de Joseph Fontanet dans le second degré en 1973, hein, donc un petit peu dans le même esprit, hein, du mi-temps ou du tiers-temps pédagogique, hein, puisqu'on retrouve, hein, la volonté dans ces 10% du volume horaire, hein, de pouvoir organiser, hein, de manière relativement libre, hein, des activités sportives et culturelles. C'est aussi à cette époque que se crée, hein, la mission à l'action culturelle en milieu scolaire et les projets d'activités culturelles et éducatives, hein, qui sont créés par le ministre de l'Éducation nationale, Christian Belac, à la fin des années 70. Donc désormais, hein, on a vraiment des temps scolaires, hein, qui vont être pensés de manière articulée. Et on a également un choix qui est fait par le ministère de ne pas nationaliser la décision sur le sujet. Bon, on l'a vu parce que c'est compliqué de trouver une solution, hein, qui convienne à tout le monde et partout, mais le ministère choisit de multiplier les points d'expérience et va pour cela s'appuyer sur l'échelon régional en construction. Alors, on va trouver, hein, finalement une double dynamique. On va avoir à la fois la dynamique de décentralisation et la dynamique partenariale, mais aussi il y a aussi un certain nombre d'initiatives locales. Je crois que c'est Laurent Besse qui le rappelait tout à l'heure en début de séance, et notamment des initiatives municipales. La question des rythmes scolaires réapparaît cependant à travers une circulaire ministérielle, le 5 août 1977, qui autorise désormais les inspecteurs d'académie pour les écoles, mais les chefs d'établissement pour les collèges et lycées à instaurer la semaine continue, c'est-à-dire à déplacer, hein, les heures, hein, de cours du samedi matin vers le mercredi. Alors, il y a notamment un certain nombre d'initiatives qui viennent de responsables municipaux. Et on a de nouvelles expérimentations qui apparaissent, hein, au tournant des années 70-80, comme à Saint-Fons, hein, dans le Rhône, hein, un cas que j'ai déjà étudié, donc j'ai déjà évoqué, hein, où le sénateur-maire socialiste France-Cérus Cla met en place, avec l'appui du délégué interministériel à la qualité de vie d'ailleurs, l'idée d'un espace éducatif global concerté dans les écoles et le collège de sa commune. Le principe est suivant, il est très simple et il va peut-être vous rappeler des choses plus récentes. Dans les écoles de Saint-Fons, hein, la journée d'école prend fin à 15h30 pour laisser place jusqu'à 17h à des activités sportives, culturelles, prises en charge par d'autres acteurs éducatifs de la commune, c'est-à-dire des parents, des bénévoles associatifs, mais aussi des professionnels de l'animation. Le libre choix de ces activités périscolaires, qui étaient gratuites et non obligatoires, le libre choix de leur fréquence aussi hebdomadaire était laissé à l'appréciation des familles.
La demande de ces dernières était d'ailleurs très forte pour que le samedi matin soit libéré et que les heures du samedi matin soient transférées au mercredi pour pouvoir profiter du temps familial le week-end. Il existe aussi d'autres expérimentations, je pense au même type d'expérimentation un petit peu plus tardif, dans les années 80, dans une autre municipalité socialiste, où l'adjointe au maire n'est autre que Francine Best, qui est à l'époque aussi la directrice de l'Institut national de la recherche pédagogique, pardon. Et on retrouve dans un certain nombre de municipalités socialistes cette volonté d'organiser des activités complémentaires à l'école. Ces expérimentations, elles sont aussi renforcées par une politique de partenariat et de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales à partir des années 80 et en particulier dans le contexte de la décentralisation. Et la loi du 22 juillet 83 a redéfini les rapports entre l'école et les collectivités locales, notamment en reconnaissant aux maires des compétences nouvelles dans l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'enseignement, mais aussi pour l'organisation d'activités culturelles, sportives ou socio-éducatives. Alors, le ministère d'Alain Savary organise une consultation, réflexion nationale sur l'école auprès des acteurs du système éducatif et de ses partenaires locaux. Et les résultats de cette grande consultation témoignent d'une très forte demande de révision des rythmes scolaires qui doit passer, selon eux, en majorité par le développement de l'éducation physique et sportive. Alors, néanmoins, Alain Savary, empêtré dans la querelle scolaire, n'a pas le temps de mettre en place, ou plutôt de tirer les conclusions de cette consultation. Et c'est Jean-Pierre Chevènement qui va, suite à cette consultation-réflexion, ce qui montre aussi bien la continuité entre ces deux ministères qu'on oppose souvent, il va être l'auteur de la fameuse circulaire Calmat-Chevènement qui va prolonger en réalité les aménagements du temps scolaire qui étaient expérimentés les années précédentes et qui vont tenter de les étendre progressivement dans les établissements du premier degré. Alors, cette circulaire, elle incite les écoles, les communes, mais aussi l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire à collaborer sur un projet éducatif pour développer les activités socio-culturelles. Et le développement de ces activités repose en particulier sur les modifications d'organisation du temps scolaire au bénéfice des élèves. Et ces projets sont formalisés par des contrats qu'on appelle les contrats ATS, aménagement du temps scolaire. Alors, on va dès lors voir se multiplier ce type de dispositifs et de contrats. Je vous en cite quelques-uns qu'on a cités d'ailleurs tout à l'heure. L'année scolaire 1987-88 voit l'application de la circulaire Bergelin. D'ailleurs, Bergelin, c'était le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, mais circulaire qui porte uniquement sur les rythmes extrascolaires et qui crée les contrats bleus pour associer État, collectivités locales et le milieu associatif. La circulaire Jospin-Bambuc du 2 août 88 sur l'aménagement des rythmes de vie de l'enfant et des jeunes, contre les Arvèges, revient à une liaison étroite justement entre temps scolaire et extrascolaire dans le cadre de projets éducatifs plus globaux. D'ailleurs, la loi d'orientation de 89, loi Jospin, donne une assise réglementaire à ces problématiques en rendant obligatoire le projet d'établissement qui doit définir une politique éducative locale par le biais d'actions pédagogiques, d'activités scolaires ou périscolaires. Et concrètement, cette politique se traduit par des contrats d'aménagement du temps de l'enfant, CATE, qui sont articulés avec les projets d'école. Et ensuite, parce que le programme d'aménagement des rythmes de vie des enfants ne peut se limiter aux seules journées d'école, une démarche de projet éducatif local est proposée, concrétisée par des engagements financiers entre la commune, le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans un contrat appelé contrat ville-enfant. Donc, on a un dispositif assez complet qui se met en place entre les différentes administrations, éducation, jeunesse et sport, culture, ville, et on a les différents dispositifs et contrats qui articulent ces différents temps dans l'école et hors l'école.
Néanmoins, hein, cette politique concerne essentiellement le premier degré, et c'est un petit peu la nouveauté, hein, même si on voit que ces évolutions elles sont progressives, c'est qu'on passe progressivement d'une question qui concernait quasi uniquement le secondaire à la fin du 19e siècle à une question qui va concerner quasi uniquement le premier degré à partir des années 70-80, et les réformes des années 90-2000 s'inscrivent justement dans cette dynamique. Et l'autre élément important, et ce sera le dernier temps de la présentation, c'est qu'on va progressivement passer d'une dynamique où l'objectif clairement avoué est d'ouvrir l'école sur son environnement socioculturel à une logique d'utiliser les rythmes scolaires pour lutter contre les inégalités, voire la pauvreté. Alors, dans le système éducatif, en avril 91, un décret laisse aux inspecteurs d'académie la possibilité de choisir entre 3 modèles d'organisation de la semaine scolaire pour les écoles primaires. Le statu quo, c'est-à-dire mercredi totalement libéré avec classe le samedi matin, la semaine de 5 jours avec libération du samedi, quand on dit semaine de 5 jours, c'est en fait 4 jours et demi, c'est 5 jours continus, donc avec classe le mercredi matin, et enfin la semaine de 4 jours avec réduction de la durée des grandes vacances. Et les modifications des rythmes scolaires hebdomadaires vont se faire à partir de là, au cas par cas, à l'échelle locale, avec quelques garde-fous, c'est-à-dire que le volume horaire annuel de cours doit rester le même pour tous, d'où la réduction des vacances de 12 jours pour les écoles qui font le choix de la semaine de 4 jours. La journée de classe ne peut excéder 6 heures et une concertation doit être engagée avec les services, doit être engagée par les services scolaires avec les associations de loisirs, l'Église catholique et les transporteurs. Et le décret, qui est à nouveau un décret signé par Lionel Jospin, établit finalement un cadre national, mais pour des aménagements localisés. Alors, il faut aussi rappeler, alors je ne les ai pas tous cités parce qu'ils sont très nombreux, mais depuis les années 70, on a toute une série de rapports, d'études, rapports d'évaluation, voire d'ouvrages. Je vous en ai mis un ici sur la diapositive. Donc, toute une série de rapports et d'ouvrages qui se multiplient et ils convergent quasiment tous vers la même conclusion, c'est-à-dire que les aménagements du temps scolaire ont des effets sur le niveau de fatigue des écoliers, mais aussi sur la qualité des apprentissages. Et dans cet ouvrage que je vous ai sélectionné, parce que le titre est assez évocateur, En finir avec l'échec scolaire, l'enfant, ses compétences et ses rythmes, le psychosociologue Hubert Montagnier souhaite en finir avec une journée scolaire qu'il dit encore trop longue par rapport aux possibilités objectives des enfants. Alors, ça témoigne aussi d'un glissement de la question des rythmes scolaires vers d'autres enjeux, la question de l'individualisation de l'enseignement, la pédagogie de soutien, la lutte contre l'échec et les inégalités scolaires. Alors, cette lutte contre l'échec et les inégalités scolaires, elle est notamment matérialisée dans les débats de la campagne pour l'élection présidentielle de 1995 que Jacques Chirac mène sur le thème de la fracture sociale. Et c'est Guy Dru, ancien champion d'athlétisme et député du RPR, qui porte notamment l'une des propositions du programme de Jacques Chirac, qui est un allègement des rythmes scolaires quotidiens, qui est selon lui l'une des causes principales de l'échec scolaire. Et il plaide également pour l'organisation d'activités périscolaires sportives et culturelles, en particulier au bénéfice des enfants des familles populaires, ce qui implique une semaine scolaire de 5 jours et une réduction de 3 semaines des vacances estivales. Alors, une nouvelle dynamique s'ouvre avec la nomination de Guy Dru au ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque c'est Guy Dru et non le ministère de l'Éducation nationale qui va être chargé de la mise en œuvre de la réforme. Donc, un attelage un peu bancal, on va dire, même si finalement, avec la réforme qui est engagée après l'élection de Chirac, le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui va être chargé de piloter la réforme des rythmes scolaires entre 1995 et 1997. Alors, cette politique, elle s'appuie en particulier, encore une fois, sur une initiative municipale
et notamment sur la politique municipale qui a été menée à Épinal par Philippe Séguin, qui devient un véritable modèle et un laboratoire municipal pour le RPA. Dans cette ville, à partir de la rentrée 89, les vacances d'été ont en effet été raccourcies pour que l'horaire de la semaine scolaire soit diminué de 27h à 22h30, du lundi au vendredi, avec repos le mercredi après-midi, étalage des enseignements sur 5 matinées et 4 après-midi consacrés au sport ou à des activités culturelles organisées par la collectivité locale. Alors, Guy Dru va pour cela lancer une expérimentation. On voit que souvent, on a rarement une politique nationale qui, d'emblée, cherche à réformer les rythmes scolaires, mais on passe toujours par des expérimentations. Et l'expérimentation Guy Dru libère 3 après-midi par semaine pour le sport et la culture sur 170 sites pilotes qui sont choisis sur la base du volontariat. Les résultats qui apparaissent concluants incitent Jacques Chirac à la généraliser, mais vous connaissez comme moi la suite, la dissolution de l'Assemblée nationale et la perte des élections législatives par la droite l'un n'empêche. Le successeur de François Bayrou au ministère de l'Éducation nationale, Claude Allègre, dans le gouvernement formé par Lionel Jospin en 1997, rompt avec la politique mise en place par Guy Dru. Voici ce qu'il déclare: il ne doit pas y avoir une matinée avec cartable et une après-midi sans cartable. Cette condition a conduit soit à confier complètement l'après-midi à des intervenants extérieurs à l'école, soit à rendre aux familles les enfants à partir de 14h, avec la politique précédente. Et la consultation des syndicats enseignants organisée par le ministère en 1997 achève en réalité d'enterrer les expériences et les sites pilotes lancés par Guy Dru. Et ce dernier s'en émeut dans un courrier adressé à Philippe Séguin, dont je vous ai reproduit un extrait. Guy Dru craint un télescopage, dit-il, avec la politique des emplois jeunes de Martine Aubry et une baisse de la compétence des animateurs qui ne relèvent donc plus directement du secteur de la jeunesse et des sports, mais du ministère de l'Emploi. Néanmoins, on voit que malgré ces ruptures, la politique de contractualisation se poursuit, puisqu'une circulaire du 9 juillet 1998, co-signée par Ségolène Royal, un ministre délégué à l'enseignement scolaire, Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, Catherine Trottmann, ministre de la Culture, et Claude Bartolone, le ministre délégué à la Ville, renoue avec une politique globale d'aménagement des rythmes de l'enfant qui passe par les contrats éducatifs locaux et mobilise différents acteurs, notamment le secteur jeunesse et sport, les collectivités locales, des associations et la CAF. Et ces contrats éducatifs locaux ont vocation à organiser des activités périscolaires, accueil avant et après la classe, restauration, activités du mercredi après-midi, mais aussi des activités extrascolaires lors des week-ends et des vacances. Et la première ligne de la circulaire en rappelle l'esprit, je vous la cite: la manière dont un enfant met à profit son temps en dehors des heures de classe est importante pour sa réussite scolaire, l'épanouissement de sa personnalité et son apprentissage de la vie sociale. Néanmoins, malgré un choix dans les années 90 de plus en plus marqué des écoles pour la semaine des 4 jours, on assiste au début des années 2000 à une éclipse assez relative du sujet qui va être relancée en 2008 lorsque Xavier Darcos décide de supprimer les classes du samedi, supprimer tout simplement, sans report sur un autre jour, et donc de réduire la semaine à 24 heures pour les écoliers, soit 4 journées de 6 heures. Alors, la semaine de 4 jours est assez vigoureusement critiquée, notamment par l'historien Antoine Pro, expert reconnu des politiques éducatives. Des enseignants et syndicats se font le relais aussi de cette tribune. Un appel est même lancé dans la foulée par la revue des cahiers pédagogiques qui recueille plusieurs milliers de signatures. Et ce qui va conduire le successeur de Xavier Darcos, Luc Châtel, entre 2009 et 2012, a organisé une réflexion à partir de juin 2010, notamment une réflexion qui va passer par une conférence nationale sur les rythmes scolaires
et une expérimentation qui s'appelle Cours le matin, sport l'après-midi. Donc, nouvelle expérimentation mise en place pour 3 ans dans 121 établissements, dont plus de 80 collèges. Et le rapport qui est rendu à l'issue de la réflexion de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires, intitulé, alors encore une fois de manière très significative, des rythmes plus équilibrés pour la réussite de tous, préconise un retour à une semaine scolaire de 4 jours et demi et un allègement à 5 heures de la journée scolaire, qui terminerait donc à 15 heures pour toutes les classes du premier degré et du collège jusqu'à la 5e, et serait prolongée jusqu'à 17 heures par un accompagnement éducatif à l'initiative de l'Éducation nationale et des municipalités. Donc, on a déjà, avec les conclusions de la conférence Chatel, un rapport qui souhaite étaler la semaine scolaire sur 9 demi-journées et demie. Cependant, les calendriers de l'Éducation nationale sont fixés pour les 3 prochaines rentrées scolaires et une éventuelle réforme ne peut être appliquée avant 2013. Et c'est le gouvernement formé par Jean-Marc Ayrault, dans lequel le portefeuille de l'Éducation nationale est confié à Vincent Peillon, qui va prendre appui sur certaines conclusions de la conférence Chatel, mais aussi la concertation pour la refondation de l'école de la République, pour mettre en œuvre la réforme que j'imagine vous connaissez tous, puisqu'elle est plus proche de nous. Et d'ailleurs, Luc Chatel déclare dès novembre 2013 adhérer au principe de la réforme de Vincent Peillon, mais combattre le pilotage qui a été mis en place. Alors, cette réforme, je passerai beaucoup plus vite parce que je vais atteindre le temps accordé et puis parce que c'est davantage connu. Cette réforme de Vincent Peillon, actée par décret le 24 janvier 2013, revient donc sur la semaine de 4 jours en faveur d'une semaine de 9 demi-journées et fixe donc pour une durée hebdomadaire de 24 heures d'enseignement sur 36 semaines une répartition des cours sur 9 demi-journées, dont le mercredi matin. Alors, l'une des originalités du décret est d'avoir une approche qui ne prend pas seulement en compte les apprentissages, mais insiste également sur les activités périscolaires, pensées en articulation avec les projets d'école, mais aussi le projet éducatif territorial, qui justement va permettre de mobiliser les associations de jeunesse, d'éducation populaire et sportive. Alors, cette réforme, elle est appliquée dès la rentrée 2013 par les communes volontaires, généralisée à partir de l'année scolaire 2014-2015, et comme vous le savez également, avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, les maires ont eu la possibilité de revenir sur cette réforme contestée et déjà assouplie en réalité par Benoît Hamon, qui avait succédé à Vincent Peillon dès avril 2014. Et à la rentrée 2018, 85 à 90% des communes, ce qui représentait quand même 80% des élèves du premier degré, étaient ainsi revenus à la semaine de 4 jours, décision prise pour 3 ans et qui est donc renouvelable périodiquement par les conseils d'école. Alors, pour conclure rapidement et laisser place aux échanges, j'ai repris une citation que j'aime bien de Marie-Madeleine Compère, qui montre justement que la question des rythmes scolaires est vraiment un objet qui mérite d'être travaillé. Et même si des travaux sont en cours et le comité d'histoire du ministère de la Jeunesse et des Sports a eu une initiative que je salue, il reste vraiment beaucoup à faire et c'est justement parce que le temps scolaire est un des lieux révélateurs qui permet, c'est pas un sujet minime, et c'est un des lieux qui permet de prendre en compte finalement toutes les évolutions du système scolaire, tous ses acteurs, et même des évolutions de l'ensemble de la société. Donc, il y a un vrai intérêt à travailler ce sujet, qui a en plus une véritable profondeur historique. On a vu toute la complexité des dispositifs qui s'entremêlent, qui se font, se défont, parfois se superposent, qui se superposent également. Et on a vu aussi la complexité des jeux d'acteurs. Et je rappelle toujours cette citation de Bernard Tout-le-Monde, qui dit dans un livre témoignage, il était notamment au cabinet, au ministère de l'Éducation nationale dans les années 80. Je trouve cette citation très intéressante. Avec les rythmes scolaires, le ministère de l'Éducation nationale se trouve en situation de ne satisfaire réellement personne et de mécontenter un petit peu tout le monde, tant les intérêts en jeu sont contradictoires. On voit toute la difficulté finalement de mettre en place une réforme des rythmes scolaires qui font aussi
appelle à des enjeux politiques et financiers très importants, comme le rappelait le témoignage de Jean-Paul Delahaye, des gestes de Vincent Payon, dans un ouvrage récemment paru. Alors pour ouvrir la réflexion, je me demandais si la réforme Payon, voire même le dispositif qui a un peu disparu des radars tout de même, le dispositif 2S, 2C, promu par Jean-Michel Blanquer en 2020, est-ce que c'est plutôt un aboutissement de toutes ces dynamiques que je viens de vous présenter, ou s'agit-il des prémices d'une nouvelle séquence? Alors, j'aurais plutôt tendance à appuyer la première hypothèse. La deuxième supposerait en tout cas de rouvrir l'épineuse question des rythmes scolaires, telle la boîte de Pandore. Quoi qu'il en soit, la question restant ouverte, la globalisation de la prise en charge de l'enfant, de l'élève, de ses rythmes, peine à se traduire dans la réalité, tiraillé entre le défi de la continuité éducative et le risque de morcellement des activités, voire de séparation accrue entre, d'un côté, les fondamentaux, ou ce qu'on appelait avant l'instruction, et une éducation plus globale. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition évidemment pour en discuter. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation extrêmement claire, extrêmement stimulante. Donc, je propose de distribuer la parole à celles et ceux qui veulent ou poser des questions ou réagir. Donc, comme l'indiquait Nicolas Divert, vous avez une petite icône en bas à droite, réaction, que vous pouvez utiliser pour lever la main. Voilà. Vous pouvez lever la main et puis ensuite, je vous invite à parler. Pour l'instant, personne ne lève la main. Je vais me poser une question. Oui, enfin, j'avais levé la main aussi. Pardon, Francis, non, mais c'est pas grave. Vas-y. Pour poser une question aussi. Alors, merci beaucoup, Julien, pour cette intervention dans laquelle je rejoins l'appréciation de Francis, vraiment stimulante, parce qu'à la fois brasser dans un temps long toute cette multitude d'acteurs, c'est vraiment pas évident. Et puis, il y a beaucoup d'échos à des situations très contemporaines. Et donc, moi, j'aurais une première question, c'est: est-ce que vous avez l'impression que les débats, au fur et à mesure de cette période, changent de nature, ou est-ce qu'ils se recomposent? On a entendu des éléments sur la question plutôt du surmenage, et ensuite on a la question de l'échec, mais est-ce que c'est des questions différentes ou est-ce que ce sont des questions qui se recomposent? Et puis, j'aurais une deuxième interrogation, en quelque sorte. Est-ce qu'on a des mises en perspective de travaux visant à objectiver ces thèses, ces choix, qui sont parfois des choix pédagogiques, mais aussi des choix politiques? Autrement dit, ces débats et ces enjeux s'appuient-ils aussi sur des travaux, notamment scientifiques? Merci. Alors, merci pour ces deux questions. Alors, est-ce qu'il y a une différence, alors je reprends l'exemple, entre surmenage et la nécessité de lutter contre l'échec scolaire? Je pense que oui, il y a vraiment une différence et on assiste à une réelle recomposition des enjeux. Quand il s'agit du surmenage, on s'inquiète en particulier du surmenage des lycéens, et le lycée est encore à la fin du 19e siècle un lycée d'élite, et on s'inquiète du surmenage, pour le dire un peu rapidement, et alors je ne sais plus qui écrit ça et dans quel ouvrage un peu polémique, j'ai oublié son nom, je l'ai écrit dans l'article, qui s'appelle L'éducation homicide. L'auteur dit clairement que voilà, il s'inquiète parce que finalement c'est dans les lycées que se constitue la future élite de la nation. Et donc on a vraiment un changement, une recomposition des enjeux,
hein, quand on voit qu'aujourd'hui, non seulement cette question, elle concerne le premier degré, mais elle concerne en particulier la question des élèves en très grande difficulté scolaire, issus de familles populaires. Et c'est un petit peu le combat, hein, que présente Jean-Paul Delahaye, hein, qu'il a présenté à plusieurs reprises. Donc, il y a vraiment une mutation très importante du débat sur ces 2 siècles. Alors, sur la question des travaux, je n'ai pas entendu toute la question, mais je pense l'avoir compris parce que j'ai eu quelques coupures au moment où elle a été posée. Est-ce qu'il y a des travaux qui visent à objectiver ces thèses, des travaux scientifiques? Alors, il y a en effet une multitude de travaux, je pense aux chronobiologistes, hein, une multitude de travaux, hein, qui servent à appuyer en particulier ces réformes. Ces travaux sont connus, un certain nombre d'entre eux sont mobilisés dans les tentatives de réforme des rythmes scolaires. Et je pense en particulier, hein, pour avoir travaillé sur l'ensemble des archives du cabinet Chevènement, ces travaux sont réellement mobilisés. Et un petit peu avant et même après la circulaire Calmat-Chevènement, hein, il y a plusieurs réunions qui mobilisent des experts de différents horizons et qui tentent de mettre en œuvre, de penser quelque chose qui est assez ambitieux, hein, pour penser à la fois les rythmes quotidiens, les rythmes hebdomadaires, pour penser également les rythmes annuels des élèves en fonction de leur âge. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très ambitieux qui s'appuie sur les travaux scientifiques. Mais il y a aussi d'autres enjeux, hein. À l'époque, Jean-Pierre Chevènement, bon, qui met en place le calendrier 7-2, hein, 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Mais sa préoccupation, à l'époque, c'est aussi d'agir vite parce qu'il sait que son temps au ministère est compté et ce qu'il veut, c'est des solutions simples qui vont pouvoir se traduire rapidement et concrètement. Et la question des rythmes scolaires est tellement une question complexe qu'elle ne peut se traduire rapidement, concrètement et simplement. Oui. Merci. Et Martine? Oui, merci, Monsieur Caron. Pour avoir connu, mais après je voudrais laisser la parole aussi à Rémi Viennot, hein, qui a eu aussi des expériences pratiques sur le terrain et qui disait tout à l'heure qu'il souhaitait intervenir. Mais juste pour avoir vécu donc ce genre de mise en place des politiques jeunesse côté jeunesse et sport, je crois qu'il faut vraiment être conscient qu'à partir de Vénissieux, on parlait de Saint-Fond, mais c'est vrai que l'expérience la plus importante, c'était à Vénissieux, hein, mais bon, c'est pas bien, c'est pas loin. C'était vraiment Jeunesse et Sport, hein, qui était assez leader parce que le ministère incitait les services déconcentrés de ce ministère à aller développer ce genre d'activité. Et c'était pas simple. Et comme vous le dites, la pression des chronobiologistes était très importante. Et ça primait très largement sur la question de est-ce que ces activités vont permettre une meilleure performance scolaire. C'était pas trop ça le sujet. Ça, c'est peut-être venu plus tard. Et c'est vrai qu'il y a des rapports d'inspection générale là-dessus. Il y en a un, là, dont j'ai plus le nom des auteurs, mais de 2000 ou 2000, à peu près 2000, je crois, qui est très nuancé d'ailleurs, ce rapport, qui dit oui, non, enfin c'est vrai que c'est le sujet, ça c'est le sujet éducation nationale. Mais pour en revenir à la mise en place de ces politiques, tout au long de la période que vous avez citée, hein, c'était quand même Jeunesse et Sport et c'était pas toujours simple d'aller expliquer que c'était intéressant de mettre en place ces activités dans un but plus, oui, d'équilibre social, d'équilibre familial, et puis d'équilibre tout simplement de la semaine de l'enfant. Voilà, et ensuite Épinal, hein, que j'ai connu aussi, très bien, c'était très décrié quand même, hein, parce que c'était école le matin, après-midi, centre de loisirs. Les instituteurs n'étaient plus là, ce qui a posé de gros problèmes quand il a fallu revenir en arrière, hein. Voilà, ce qui est, enfin pour avoir vu, et je sais qu'il y a Pierre-François aussi qui est dans la salle, qui était aussi en Lorraine, c'était des activités, notamment pour les plus jeunes, parce que ça touchait aussi les maternelles, qui posaient quand même des questions sérieuses. Emmener des gamins de 4 ans
dans un sous-sol de centre social avec un bus en plus, alors qu'ils avaient déjà pris le bus pour aller à la cantine et qu'ils allaient faire des Legos dans une salle, dans un centre social, c'est vrai qu'on pouvait s'interroger. Voilà. C'est donc tout ça pour dire que c'était des opérations qui étaient pas toujours simples, pas toujours ciblées, où les acteurs ne poursuivaient pas toujours les mêmes objectifs. Voilà, c'est tout, un témoignage. Rémi Viennot voudrait-il intervenir? Je suis sûre que oui. Non. Bon. Votre micro, monsieur. Dans l'évolution qu'on a pu connaître, effectivement, Chevènement était parti du scolaire. Oui, oui, oui. Ensuite, Bergelin, finalement, alors, les municipalités devaient suivre, il fallait convaincre également, d'abord convaincre les scolaires d'un côté, l'école d'un côté, de l'autre côté, convaincre les communes, amener finalement les communes qui se mettre au diapason de l'école du groupe scolaire ou du groupe enseignant. L'approche de Bergelin a été autre. Il est parti carrément du projet et de l'intervention. On voit l'intervention effectivement communale, les aspects communaux servent effectivement de moteur. Et puis le passage de Bambuc, ça a été, je crois que ça s'est joué, le tout s'est joué à la commission sport du PS. Finalement, on dit d'un côté, ouais, Bergelin, c'est mauvais, effectivement, c'est pas vrai, il faut revenir. Et puis les autres, dites, arrêtez les gars, c'est finalement assez populaire, ça marche assez bien dans certaines communes, et les municipales, c'est l'année prochaine. Donc, on a eu la circulaire Bergelin de Bambuc, qui a fait du rattrapage de tout le monde. Il peut y avoir du scolaire, il peut y avoir de l'extrascolaire, il peut y avoir du scolaro-scolaire, ce qui sera d'ailleurs la voie à suivre. Et progressivement, l'évolution qu'on ira vers une approche qui passera d'ailleurs de contrat des CAT au contrat ville-enfant, c'est-à-dire sera une approche beaucoup plus globale. Voilà l'une des évolutions qu'on peut avoir. On n'a pas parlé non plus dans les années 60-70, les CAS, finalement, cette évolution qu'on pourra avoir. Mais ça vient d'autre chose de la part de Jeunesse et Sport, qui fait rentrer également l'articulation scolaire, école militaire, extrascolaire, sur une base éducation physique, mais ça c'est lié à une approche complètement différente, c'est-à-dire que finalement on se retrouve au début des années 50 pour l'éducation physique avec 5 heures d'éducation physique théoriquement. En fait, il n'y a jamais eu 5 heures d'éducation physique, il y avait 3 heures de plein air et 2 heures d'éducation physique. Mais ce total, moi personnellement, au lycée Claude Bernard, j'ai eu les 5 heures. Mais dans les collèges, il n'y avait rien du tout. Et quand on s'est retrouvé, le cas échéant, avec la généralisation de l'enseignement, avec les collèges, finalement, on n'a pas suffisamment d'enseignants et d'heures d'éducation physique. Donc, on va chercher à tenir les 3 heures, 2 heures. C'est une approche un petit peu réductrice, mais le gros problème de l'éducation, le gros problème de Jeunesse et Sport, c'est d'arriver à pouvoir faire ces heures. Et les 5 heures qu'on a toujours affirmé comme objectif, on sait qu'on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, le nombre d'enseignants d'éducation physique ne sera pas suffisant. Alors on va essayer, il y aura diverses démarches, que ce soit avec Comity, avec Mazo, puis encore d'une façon totalement différente avec Soissons, avec la récupération sur les heures de l'UNSS et la scolarisation des heures de l'UNSS, c'est ce phénomène qu'on va avoir. Bon, ça va s'arrêter en 1981 quand finalement ce problème revient à l'éducation nationale. Ensuite,
finalement, il reste quand même chez Chevènement, même si on est sur les idées d'équilibre, d'aménagement du temps, avec, n'oublions pas, à Jeunesse et Sport, il y a une autre optique d'aménagement du temps qui n'est pas spécifiquement scolaire, mais qui est liée à André Henry. Mais tout ça, on retrouve effectivement ça. On va avoir cette démarche effectivement de chevènement, d'abord scolaire, puis reposant sur les communes, puis faisant effectivement avec Bambuc la synthèse et essayant à globaliser la relation dans des conventions avec les communes. Merci beaucoup. Est-ce que, Julien, vous voulez réagir? Il y avait également une remarque et une question dans le chat, notamment sur est-ce que vous connaissez les débats qui peuvent avoir lieu sur ces questions, notamment les débats scientifiques à l'échelle internationale. La question était, est-ce que l'on a un consensus scientifique international sur le sujet des rythmes de l'enfant? Voilà, bon, beaucoup de choses, mais voilà, vous commentez, vous répondez à ce que vous souhaitez, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les témoignages très intéressants. Vous rappelez évidemment qu'Épinal était très critiqué aussi. C'est vrai qu'un tas de modèles comme ça, hein, qui peuvent apparaître avec le recul, hein, comme quelque chose qui était avant-gardiste, ont quand même été critiqués. Je pense aussi à autre chose, le choix de Xavier Darcos de revenir en 2008, hein, de revenir sur les 4 jours, avait aussi été très critiqué, hein, notamment par les maires, et notamment par l'AMF, mais aussi les maires de son propre parti. Donc on voit que c'est complexe et que la question, en plus, elle a des traductions et des prolongements politiques. Elle a été très fortement politisée au moment de la réforme Peillon, hein, mais c'est difficile en plus, hein, au niveau de la traduction politique d'y voir un sujet qui divise selon les catégories un peu classiques droite-gauche du spectre politique, et ça complique, à mon avis, encore plus la lecture qu'on peut en faire. Et puis, vous l'avez rappelé, hein, à travers de vos témoignages, la question des rapports entre les administrations jeunesse et sport et puis éducation nationale, elles se posent également, et elles peuvent en plus s'emboîter avec des questions politiques, hein. Je parlais de Guy Dru tout à l'heure, et sur le caractère un peu bancal finalement non pas de la réforme, mais un petit peu de l'attelage, où c'est finalement le ministre de la Jeunesse qui est chargé de mettre en place une réforme qui aurait dû revenir au ministre de l'Éducation nationale, mais comme pour des questions d'équilibre politique, hein, Jacques Chirac est entre guillemets obligé de prolonger Bayrou au ministre de la Jeunesse et des Sports, et que François Bayrou est très réservé sur la réforme des rythmes scolaires, eh bien, il est obligé finalement de la confier au ministre des Sports, et d'externaliser un petit peu une politique qui relevait de l'éducation nationale, de l'externaliser à la jeunesse au sport, à une époque où la jeunesse et sport n'est pas dans le grand ministère éducation nationale, jeunesse et sport. Donc, en effet, la lecture, elle peut être très compliquée. Sur la question de l'échelle internationale, alors, il existe des rapports au niveau européen sur les rythmes scolaires, parce qu'en effet, c'est une question qui se pose en particulier à l'échelle de l'Union européenne. Et à travers les rythmes scolaires, c'est aussi les modèles un petit peu de système éducatif qui se posent. Est-ce qu'on a un système éducatif plus ou moins centralisé, très décentralisé? Est-ce qu'on a un modèle qui est un peu en modèle d'entre-deux, comme c'est le cas de la France? Donc, il y a un certain nombre il y a en tout cas un rapport que j'avais lu, je crois que c'est un rapport de la Fondation Robert Schuman sur les rythmes scolaires dans l'Union européenne. Et de mémoire, hein, ce que montrait le rapport, c'est qu'il était difficile, en fait, très difficile de comparer les rythmes scolaires en Europe,
parce que, notamment, il y avait une certaine autonomie des établissements ou des collectivités locales dans la plupart des pays pour organiser le temps scolaire, et que c'était difficile d'avoir une vue d'ensemble. On a vu que c'était aussi difficile en France, hein, de trouver une solution nationale. C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, hein, sur l'ensemble de l'Union européenne, mais néanmoins, on pouvait voir qu'il y avait des points de convergence dans plusieurs pays. L'organisation de la semaine sur 5 jours, la journée continue qui était très critiquée, hein, c'est une journée de cours complète, hein, sans temps consacré aux loisirs, au plein air ou au sport. Et puis également le développement d'une offre d'activités périscolaires en dehors des heures de cours, hein. C'était la tendance et des points de convergence qu'on pouvait remarquer entre l'organisation des temps scolaires en Europe. Convergence et quelques divergences. Et la divergence, elle portait surtout sur la durée des grandes vacances, sur la durée des vacances d'été. Merci. Arnaud. Arnaud Loustalot. Oui, bonjour. J'avais des questions sur l'exposé. La première, c'est à quel moment arrivent des acteurs extérieurs au ministère de l'Éducation nationale dans l'encadrement de ces temps qui vont être libérés? Est-ce que c'est dès les années 70 avec l'expérimentation je reprends les termes, tiers-temps pédagogique et classe à horaire aménagé? Est-ce que c'est les acteurs extérieurs, est-ce que c'est des non-enseignants qui vont prendre en charge ces temps-là, ou est-ce que c'est toujours à des enseignants qu'on demande en fait de changer les activités, les contenus qu'ils proposent? Alors, est-ce que c'est dès les années 70 ou est-ce que c'est à partir des années 80, dès lors qu'on n'est plus dans des expérimentations locales, mais bien sur des politiques nationales? Et seconde question qui accompagne celle-ci, dès lors qu'arrivent des acteurs extérieurs à l'éducation nationale, ce ne sont plus des fonctionnaires, puisque ce n'est pas des agents de jeunesse et sport qui vont encadrer ces temps-là. Donc, vous l'avez évoqué, hein, ça peut être des bénévoles, ça peut être des professionnels de l'animation, etc. Et dans ce cas-là, qui les rémunère? Est-ce que ça repose sur les collectivités locales ou est-ce qu'il est prévu des fonds ministériels pour rémunérer ces acteurs extérieurs? Et si c'est des fonds ministériels, est-ce que vous avez pu identifier de quel ministère ou de quelle institution proviennent ces fonds? Alors, je vais commencer par la première parce que c'est la plus simple peut-être. À quel moment arrivent les intervenants extérieurs? J'ai parlé tout à l'heure de la première coopération des deux ministères avec les expériences des classes à temps aménagé. Dans les classes à temps aménagé, dans cette expérimentation, c'était les professeurs qui prenaient en charge notamment l'accompagnement des élèves, hein, dans les temps consacrés aux activités sportives, culturelles, et évidemment tout ce qui était études dirigées, etc. Et les intervenants extérieurs arrivent plutôt à partir des années 70-80. Sur la question du financement, alors là, je n'ai pas de réponse précise à donner. Il faudrait éventuellement creuser cette piste. Néanmoins, je pense que tout dépend de la configuration, tout dépend éventuellement des contrats qui sont signés. Et je sais, notamment dans le cadre de l'expérimentation qui avait été mise en place à Saint-Fons, que c'était un des problèmes, parce qu'on a, comme on le disait tout à l'heure, hein, parler d'Épinal, qui avait aussi très critiqué. L'expérimentation de Saint-Fons, elle rencontre aussi un certain nombre de difficultés, et en particulier la difficulté d'articuler les intervenants extérieurs avec les intervenants éducation nationale.
Et ce que dit le maire de Saint-Fons dans un livre témoignage, c'est que finalement, on est face à deux mondes qui s'ignorent complètement et qui n'ont pas la même culture et que c'est très difficile de les faire travailler ensemble. Sur la question du financement, je n'ai vraiment pas de réponse précise à apporter là-dessus, mais bon, ça nous fait une piste aussi, une piste à travailler. Hein. Je parlais tout à l'heure des archives qui existent, elles sont vraiment très importantes. J'en ai consulté beaucoup, mais je n'ai pas tout consulté. Et il y a notamment un certain nombre de dossiers, justement, émanant de la jeunesse et sport, que je n'ai pas encore consulté, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres dossiers plus récents pour lesquels j'ai obtenu une dérogation. Je pense aux papiers, enfin, aux archives du cabinet Xavier Darcos ou au cabinet Vincent Payon, que j'espère pouvoir aller consulter bientôt. Donc, il y a encore du travail et je vous remercie en tout cas pour cette question. Je me permets d'intervenir peut-être pour compléter partiellement la réponse. Il faut prendre en compte quand même la question des enseignants mis à disposition des associations complémentaires de l'école publique à partir de 1945, qui sont quand même plusieurs milliers dans les années 60 et 70, et maximum étant atteint vers 1984, et qui, du point de vue de l'éducation nationale, en tout cas de la direction du premier degré, et des associations complémentaires, ont naturellement vocation à concevoir, sinon pas à intervenir directement, à concevoir ces activités, parce que tant à Saint-Fons, qui a été évoqué, que Hérouville-Saint-Clair avec Francine Best, il y a derrière deux grosses fédérations d'éducation populaire complémentaires de l'école publique. Saint-Fons, c'est les Francas, même si c'est Ruscla et socialiste, ce sont les Francas. Hein, les réflexes, ça s'inscrit autour de la continuité éducative, hein, les CLAE, etc. Enfin, l'idée du lien entre le centre de loisirs, l'école et la famille. Et puis, Francine Best, je ne sais pas si c'était à la même époque, mais elle présidait les CMA. Enfin, bon, c'est un pur produit des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc, ça ne veut pas dire techniquement que c'était des enseignants qui assuraient effectivement les activités, parce que non, il y a aussi c'était un travail que beaucoup d'enseignants ne voulaient pas assurer, mais pendant très longtemps, il y avait ce lien implicite. Et d'une certaine façon, la question de l'apparition des animateurs ou autres professionnels dans ces activités de lien entre l'école et sa périphérie arrive au moment où il y a le déclin de la figure de l'enseignant qui assurait non seulement la classe, mais le périscolaire, et qui entre en crise à partir des années 60, qui était d'abord en plus une figure beaucoup plus rurale qu'adaptée au monde urbain. Mais là, il y a un vrai enjeu, et c'est un des problèmes qui s'est vu au moment de la réforme de 2013, mais avant, quoi, qui est quel lien entre le monde de l'animation et le monde enseignant, et y compris d'ailleurs comment on les paye, ces intervenants. Sachant que, y compris du point de vue de l'histoire de jeunesse et sport, il y a quand même dans les années 60, une partie importante, par exemple des inspecteurs jeunesse et sport, mais aussi des AGEP, sont d'anciens instituteurs, détachés ou passés. Enfin bon, il y avait toute une culture. Et progressivement, jeunesse et sport s'est autonomisé du point de vue de l'identité professionnelle, hein, même si les instituteurs ne représentaient pas la totalité, loin de là, des fonctionnaires jeunesse et sport, mais ils pesaient d'un poids très important. Et tout le monde de la Ligue de l'enseignement a très mal vécu, à partir des années 60, l'autonomisation de jeunesse et sport. Parce que pour elle, de toute façon, le vrai ministère de l'éducation scolaire et non scolaire, c'était l'éducation nationale, point. Et d'ailleurs, si on raisonne en termes de budget, les subventions versées, de fait, pour la mise à disposition des enseignants MAD aux associations complémentaires de l'école publique, ça représente une part considérable rapportée à ce qu'était le budget, on va dire, jeunesse et sport sur le volet éducation populaire. Et donc, je pense que c'est un élément très, très important à avoir en tête, quoi. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la liaison, elle était pensée structurellement autour de la figure de l'instituteur, entre le temps du rythme scolaire et ce qu'il y a autour, et elle disparaît à partir du moment où
et d'ailleurs c'est intéressant, c'est sans doute un effet de coïncidence chronologique, mais c'est Monory qui met fin, enfin la première attaque sévère contre le système des MAD, les mises à disposition, c'est Monory en 86, et c'est au même moment qu'on voit bien que 86, ça marque avec Bergelin une autre approche, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. J'ai été long, désolé, et bavard, mais… Ouais, si je peux, par rapport à ce que dit Laurent, là tout de suite, je vais revenir à la question de Arnaud Loustalot. Quand vous parliez des financements, Arnaud, c'était à quelle époque? Vous parliez de l'époque plutôt années 70-80 ou avant ou après? Parce que c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué, notamment à partir du moment, et ça, c'est effectivement les contrats bleus de Bergelin qui ont lancé l'idée, qui ont mis les collectivités territoriales vraiment dans l'affaire. Et ensuite, ça s'est développé. Toutes les années 90, c'était des contrats qu'on passait avec les collectivités territoriales. Donc, il y avait un financement pour les associations, effectivement, qui avait encore un peu de MAD, mais de moins en moins. Et là, c'était un budget qui était octroyé aux associations qui pouvait, après, être dans le cadre des budgets de l'association, permettre de rémunérer des gens qui n'étaient plus des instituteurs. D'ailleurs, la question des instituteurs, c'est vrai que c'était plus le cas dans les années 90, mais dans les années 80, tout au début, là, à Vénissieux, Saint-Fond, etc., les instituteurs, pas tous, mais il y avait une certaine partie des instituteurs qui prenaient ça comme une remise en cause de l'activité que vient de citer Laurent, c'est-à-dire l'activité d'ouverture de l'école. Il les emmenait en voyage, il leur faisait découvrir des musées, etc. Ils se disaient, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? On le faisait aussi bien que les animateurs. Voilà, donc si c'est la période, si Arnaud, vous citiez la période après 90, c'est très clairement dans le cadre des conventions partenariales qui étaient signées entre l'État et les associations qui recevaient des subventions. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait les caisses d'allocation familiale qui, à partir de là, ont beaucoup investi. Et alors aujourd'hui, elles sont les principaux financeurs. Oui, pardon. Rémi, voilà. Oui, je voulais dire, n'oublions pas que l'intervenant extérieur à l'école devait avoir l'agrément de l'inspecteur primaire. C'est ce qui justifiait son intervention dans le cadre de l'école. J'ai terminé. C'était une précision que j'apportais. Ouais. Merci Rémi. Oui, sur le temps scolaire en tout cas. Oui. Mais il y a une remarque, question dans le chat, peut-être autour de ces débats là sur les rythmes. Est-ce qu'on discute à un moment de la question des devoirs? Quelle est la prise en compte du travail à la maison dans l'évolution des différentes réformes des rythmes scolaires? Alors, dans les documents que j'ai pu consulter, la question des devoirs, elle apparaît, mais elle apparaît plutôt dans les périodes les plus éloignées, fin 19e, début 20e. Je ne l'ai pas rencontré dans les périodes plus récentes, si ce n'est à travers l'organisation d'activités périscolaires relatives à ce qu'on appelle de manière un peu générale les études dirigées ou l'accompagnement éducatif, les élèves en difficulté. D'ailleurs, quand Xavier Darcos supprime les 3 heures du samedi matin pour passer à la semaine de 4 jours, il dit explicitement que les 3 heures dégagées devraient servir à soutenir, à apporter du soutien aux élèves les plus en difficulté. Quand on voit apparaître fin 19e, enfin quand on voit la question des devoirs fin 19e, début 20e, c'est surtout vu comme une cause du surmenage, mais aussi comme un moyen pour les associations disciplinaires de défendre les disciplines. Je m'explique. Quand il est question de diminuer des volumes horaires pour justement que la journée soit moins longue, que la semaine soit moins chargée, les associations disciplinaires, l'association des professeurs d'histoire géo, des professeurs de mathématiques disent si on nous diminue nos heures hebdomadaires de cours, ça va aggraver le surmenage parce qu'on va donner plus de devoirs. Et on va reporter ce qu'on ne peut pas faire en classe en travail à la maison. Donc, ça va être contre-productif. C'est un peu l'argument qui est utilisé à ce moment-là. Sinon, oui, on voit que c'est quand même aussi un des
des sous-catégories, un petit peu, des sous-objets, la question des devoirs à la maison, qui est reliée à celle des rythmes scolaires. Merci, Julien. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que le cas d'Épinal, je pense que ça me paraît intéressant à aller creuser. Si en plus on a des témoins sous la main, je pense que ça peut être un bel objet d'étude pour un futur séminaire. Parce qu'il y a peut-être aussi... Il y avait un IEN à Épinal, j'ai oublié le nom, qui était Monsieur Aménagement des rythmes à Épinal. Il faudrait le retrouver. Mais je pourrais trouver... je connaissais aussi bien celui qui pilotait ça à Jeunesse et Sport. Alors, il est plus tout jeune maintenant, mais... Oui, mais c'est vrai, il y avait un IEN. Franchement, là, j'ai oublié son nom. Oui, il y a une main qui est levée de Ussel. Bonjour, je suis Guy Insley, je suis dans le Grand Est, inspectrice de la jeunesse et des sports. Et donc, j'ai démarré par l'IUFM justement à Besançon et j'ai poursuivi dans le milieu associatif et j'ai failli faire l'évaluation justement des temps d'aménagement à Épinal. Donc, j'ai été très sensibilisée. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas si longtemps inspectrice sur le territoire des Vosges et on voit bien qu'il n'y avait pas beaucoup de reste entre guillemets puisque quand je suis arrivée, c'était la fin des nappes pour vous expliquer un peu tout ce fonctionnement. Alors, j'ai plusieurs postures, donc c'est un peu particulier. C'est sûr que mon regard, il est un peu tranché dans le sens où quand j'ai connu l'école, c'était différent. Alors après, je ne suis pas allée très loin dans l'école. Souvent, on quitte l'école entre guillemets, c'est pas pour rien. Voilà, en tout cas, je n'ai pas poursuivi sur le côté enseignant. Et donc, j'ai fait en fait, j'ai eu un exercice particulier puisque j'avais un DEFA à l'époque. Et donc, j'ai été missionnée pendant 9 ans sur un dispositif, l'accompagnement à la scolarité, mais à une échelle départementale. Donc, c'était très intéressant parce que, du coup, on avait initié quelque chose d'un peu novateur qui, finalement, pour la petite histoire, ressemblait fortement aux nappes. Parce que, justement, c'était développé vraiment en lien avec les collectivités. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser ce que sont les nappes? C'est des nouvelles activités périscolaires. C'est ce qui datait avant dans l'histoire de… Bien sûr, mais tout le monde n'est pas familier des sites. Pardon, excusez-moi. Ouais, et en plus, je regrette de ne pas avoir pu participer avant parce que c'est super intéressant. Enfin bref, ce que tout le monde dit. Mais voilà, je ne voulais pas m'éparpiller. Donc voilà, l'accompagnement à la scolarité qui avait été initié à l'époque sur le département de la Meuse, financé par la DAS, le FACILD, accès par le conseil départemental, la CAF. Donc, c'était un poste très spécifique avec une volonté d'accompagner en fait tous les temps autour d'école, mais aussi au sein de l'école. Vous avez beaucoup parlé complémentarité et là, effectivement, c'était l'enjeu. Mais les collectivités locales étaient aussi dans le coup. Donc, il y avait, sur un département, on va dire, avec 10 territoires importants, 8 étaient concernés. On était quasi sur la totalité, sur l'ensemble du département et c'était très intéressant parce qu'il y avait une synergie entre les uns et les autres. Je vous dis ça parce que ça a permis, par exemple, d'intégrer le sport à un moment donné pour d'autres questions, d'intégrer vraiment des dynamiques tout à fait intéressantes. Bref, j'en reviens à Épinal. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas été suffisamment accompagnés par des moyens financiers et humains qui a fait, à un moment donné, un peu capoter certaines choses. J'entendais l'exemple qui était apporté là par rapport au lieu, qui n'était pas toujours adapté. Mais comme vous le savez, malheureusement, les écoles génèrent une sorte de, j'ai pas le mot, mais en tout cas, sont tellement présents que parfois, ils n'ouvrent pas suffisamment les portes et que les portes ne sont pas ouvertes à côté. Et donc, c'est comment, enfin moi c'est mon point de vue, c'est comment à un moment donné, on se ressente sur l'éducatif, sur l'intérêt des enfants, après avoir vécu tous ces dispositifs
de chaque côté, puisqu'après, je suis inspectrice jeunesse et sport. Hein, vous imaginez bien, j'apporte la bonne parole, entre guillemets, de l'État. Je dis ça, mais comment, à un moment donné, on se pose et on est sur le terrain et on pense avec les acteurs éducatifs pour l'enfant. Enfin, moi c'est un peu mon point de vue par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, parce que c'est ça l'enjeu, en fait. C'est vraiment cet enjeu-là, surtout quand les familles s'expriment et disent on ne sait pas, on n'a pas la connaissance, nous, c'est comment vous nous rendez acteurs, vous nous redonnez une place qui est la nôtre, parce que voilà, il ne faut pas tout mélanger. J'ai beaucoup travaillé, je ne sais pas si vous connaissez le CASNAF Carep qui accompagnait justement les migrants, les gens du voyage, et quand vous avez travaillé avec ce type de public, vous vous rendez compte aussi de l'importance du mot éducation. C'est comment voilà, on rend accessible l'éducation à tous les niveaux, parce que l'aide aux devoirs, l'accompagnement à la scolarité, ce n'est pas uniquement, comment je dirais, le petit plus à la fin de la journée, l'aide aux devoirs, c'est aussi permettre à chaque enfant d'accéder aux mêmes connaissances à un même niveau à un moment donné de base. Voilà. Parce que malheureusement, ils ne sont pas tous égaux. Quand ils rentrent à l'école et qu'ils entendent les mots qui sont utilisés dans l'enseignement. Bref, j'arrête, excusez-moi. En tout cas, je trouve ça super. Voilà, je veux bien être inscrit si vous continuez à échanger sur ces questions-là. Ça m'intéresse beaucoup. Merci. Merci. Peut-être justement, avant que, inévitablement, les gens vont se séparer, une des difficultés a été la communication de ce séminaire pour des raisons internes, de difficultés techniques en ce moment administratives du comité d'histoire. Donc peut-être que si ceux qui souhaitent être informés des séminaires à venir pouvaient adresser un mail, par exemple, je vais le mettre à mon adresse, vous m'adressez un mail, comme ça on fera une liste. On en a déjà une, mais ça va permettre d'enrichir la liste de diffusion. Hein. Je mets dans le chat commun, je mets mon adresse mail. Vous m'envoyez, il n'y a même pas besoin de mettre un mot, hein, juste objet séminaire rythme enfant. Et comme ça, on compilera les adresses pour pouvoir continuer à vous informer. Et aussi, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse, les témoignages qui commencent à émerger à l'occasion de la discussion, eh bien, on puisse en faire la matière de séminaire à venir. Je pense qu'à Épinal et ailleurs, il y a des choses intéressantes qu'il faut creuser. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je mets dans le chat mon adresse. Ok, merci. Alors, je profite parce que je viens d'avoir un message de Michel Chauveau, qui est aussi au comité d'histoire, qui rappelle que sur le site du comité d'histoire, il y a des fiches repères qui ont été établies aussi sur cette thématique. Il y en a deux, une qui a été faite par Richard Monroe et une autre par Annie Milon, qui a été longtemps au ministère chargé de ce sujet, qui a travaillé avec Francine Labadie d'ailleurs, qui est prévue pour la prochaine séance. Donc je le dis parce que je vois pas le message de Michel Chauveau dans le chat. Et j'excuse Pierre-François, qui est aussi membre très fondateur là, de ce comité d'histoire, qui a dû s'absenter pour des raisons familiales. Voilà, donc il était là, mais il vient de quitter un peu en amont, donc il est pris de bien vouloir excuser son départ précipité, enfin, ou du moins anticipé, pas précipité. Voilà ce que je voulais dire, les messages qui m'ont été transmis. Bien. Bien, il nous reste encore 5 minutes, mais voilà, s'il n'y a pas de dernière question. Ah oui, voilà, là, on a le lien dans le chat vers les fiches repères historiques qui sont sur le site donc, du comité d'histoire de la jeunesse et des sports, où vous pourrez retrouver les fiches qui concernent les rythmes. Bon, s'il n'y a pas de questions, il nous reste… Ah si, voilà. Peut-être vous pouvez vous présenter, parce que je vois Pépanier, président. Ah. Ce n'est pas la bonne écriture, toutes mes excuses. Moi, je suis conseiller expert sport-éducation à la direction des sports. Donc, ça fait 8 ans que je gère les relations avec les ministères de l'Éducation nationale, la DGESCO et l'enseignement supérieur. Et
après être passé par 3 services, à la fois l'Alsace, Strasbourg, où j'ai eu des missions de conseiller de secteur en dehors de la ville de Strasbourg. Donc, j'étais encore conseiller de secteur sur les politiques à la fois sport, à la fois jeunesse. Donc, j'ai suivi les contrats éducatifs locaux à cette période-là. J'ai fait d'ailleurs mon dossier de titularisation sur l'aménagement des rythmes, notamment la ville d'Illkirch-Grafenstaden, qui a eu une intense développement de cette partie-là, qui était toujours sur les 4 jours et demi, après la réforme Payon, enfin, qui avait commencé la réforme avant et qui a beaucoup travaillé à la structuration de l'offre, à la fois culture et sportive. D'ailleurs, le collègue conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, M. Takar, avait basculé à la collectivité territoriale comme directeur de la partie jeunesse et sport de cette collectivité. Donc, c'est un sujet que je suis en fil rouge et que je suis encore aujourd'hui, puisque effectivement, le rattachement ministériel et la réforme de l'organisation territoriale de l'État reposent cette question. Vous en avez déjà un peu parlé, beaucoup parlé, mais c'est presque un éternel recommencement. Et bon, il y a des points de vue d'acteurs qui sont différents sur la complémentarité, voire aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, la logique de continuité éducative. Donc voilà, il y a de nombreux chantiers à conduire et dans les prochaines semaines, va sortir une instruction, une école, un club, qui repose ces questions hein, de qui fait quoi, dans quel temps et avec quelle complémentarité ou quelle continuité. C'est un sujet un peu continu, qu'il soit des PEDT, du plan mercredi, et de 3 codes qui ne se parlent pas totalement, hein, qui sont ceux du code de l'éducation, ceux du code de l'action sociale et des familles et du code de sport, qui ne fixent pas non plus le même cadre réglementaire. Donc voilà, peut-être des perspectives de travaux à engager, en tout cas disponibles, hein, notamment Martine, disponible pour avancer sur ces sujets, à la fois sur l'actualité, mais le regard historique, puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait tendance à réinventer. Et le travail du comité d'histoire, c'est justement pas de réinventer, mais de voir et d'apprécier que voilà, les trajectoires, la trajectoire historique crée des rapprochements, et on peut gagner du temps dans ces rapprochements, notamment pour les plus jeunes et les plus jeunes collègues qui ont l'impression parfois de réinventer l'eau chaude alors que des choses ont été faites et que leurs prédécesseurs qui sont partis en retraite, assistants plein air ou conseillers de secteur, menaient déjà ces actions au plus près des collectivités, du mouvement sportif, du mouvement associatif et des écoles, puisque c'était le cas de nos prédécesseurs conseillers d'animation sportive qui avaient une part de leur temps en intervention directe, une part dans les clubs. Merci beaucoup pour cet appel à la poursuite des travaux. Donc, notre prochaine séance est d'ores et déjà programmée hein, pour le 19 janvier. On n'a pas encore arrêté l'horaire. Faut qu'on se coordonne là, entre nous, bon, probablement en début d'après-midi également. Et nous recevrons notamment, peut-être exclusivement, il faut aussi qu'on voit, mais en tout cas, elle sera avec nous, Francine Labadie, donc une fonctionnaire jeunesse et sport qui a été aussi impliquée dans la mise en place de ces différents dispositifs d'aménagement des rythmes des enfants et des jeunes. Merci beaucoup, Julien, pour votre participation, votre présentation, voilà, qui nous a grandement éclairé quoi, avec cette profondeur historique quoi, sur les enjeux divers et variés de ces dispositifs. Et donc, on se retrouve, pour celles et ceux qui le souhaitent, le 19 janvier. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Laurent, Nicolas. Peut-être recommander la lecture de l'article de Julien. Oui. Donc, Réformer les rythmes scolaires 1848-2017, qui est paru dans la revue Histoire de l'éducation en 2020, qui sera accessible. Il est accessible déjà. Sur Cairn. Sur Cairn. Mais disons, pour les gens qui ne sont pas abonnés au bouquet Cairn, dans un an, hein, puisque maintenant je crois que c'est
Parce que remercier sincèrement Julien, puisque son article est plus large que ça, et sans qu'on lui ait demandé, il est allé au-delà de nos demandes et consignes, puisqu'il a vraiment recentré sur la question du rapport avec les jeunesse et sport, et plus largement les enjeux liés au corps et à l'éducation extrascolaire, puisque son article est beaucoup plus vaste que ça. C'est un article de près d'une 50aine de pages qui brasse extrêmement large, mais qui reste extrêmement accessible. Donc, sur un des enjeux majeurs quand même de l'histoire de l'école que cette transformation des rythmes. Voilà, donc merci beaucoup. Et merci à vous en tout cas pour ces échanges aussi. De vous retrouver dans ce séminaire. Il est ouvert à toutes et tous. Donc, je pense que c'est plutôt encourageant quand même. On a une 30aine de participants, des gens variés. Donc, tant mieux. J'espère qu'on va pouvoir faire vivre ce séminaire dont c'est le début, et bravo de l'avoir inauguré. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi de l'avoir inauguré, et j'ai déjà noté la date de la prochaine séance. Merci beaucoup, Julien. N'hésitez pas à envoyer un mail pour qu'on puisse constituer une liste